Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. J'ai déjà envie de rire. Ici, on parle de quoi? On parle de quoi d'ailleurs? On parle de tricot, on parle d'abeilles, d'apiculture et on parle un peu de tout sujet créatif. Je suis Sophie, j'habite dans un petit coin de Charente-Maritime, pas très loin de l'estuaire de la Gironde, en face de chez Lucie, le péripétine d'une belette, qui habite pile poil, mais de l'autre côté de l'estuaire. Coucou Lucie, si tu passes par ici, je te fais déjà des gros bisous. Je porte, ce que je porte, mon pull Chemin de Lucienne Tricotte. Chemin que j'ai tricoté l'année dernière, l'été dernier je crois. Bon, il y a une dame étrange qui passe sur la route, on dirait une ombre, j'ai peur. Ce pull, je l'adore. Je le mets maintenant parce que j'ai chaud. Mon mari a un peu trop chauffé au salon avec le poêle à bois. Mon chéri, si tu peux éviter de mettre une bûche avant de partir au boulot, j'aurai moins chaud. Donc du coup, manche courte obligée, tricoter dans des laines je me souviens pas. De toute façon, je dois avoir mis ma fiche Ravelry à jour, donc vous ferez un plaisir d'aller regarder dessus. Ça m'évitera d'en parler. Et là, ici, j'ai mis des gros boutons bien kitschissimes à souhait, avec des gros boutons cœur fluo. Et c'est typiquement une pièce que j'aime beaucoup. Je le porte pas beaucoup parce qu'il est en mérino bambou, je crois. Donc, il est plus léger. Mais là, ce matin, j'ai chaud. Je vais vous parler aujourd'hui de plein de choses. Ça fait une semaine que j'ai pas tourné de vidéo du tout. J'ai plein de choses à vous raconter. Il va durer 2 heures. Prenez une boisson chaude, un casse-croûte, ce que vous voulez, mais vous avez le temps, largement. Je vais d'abord vous parler des objets que j'ai tricotés qui sont terminés. Je vous parlerai un peu des en cours. Et je pense que je reviendrai demain pour les questions-réponses parce que j'aurai pas le temps, puis je vais pas pouvoir parler aussi longtemps. Le premier objet terminé, il s'agit du Jinchi Cardi que j'ai testé pour Marianne Munier, Marguenet sur les réseaux sociaux. Ce Jinchi Cardi est un gilet qui se tricote en laine type fingering. J'ai utilisé de la laine que j'avais teint moi-même, de la laine que j'ai teint, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. La quantité, et je ne l'ai pas noté, mais il suffit que je pèse le gilet, que j'enlève quelques grammes de boutons parce qu'ils sont tout petits. J'ai dû utiliser, je pense, un tout petit peu plus que 3 écheveaux. Le gilet est un gilet débutant compatible, débutant qui se concentrent, hein, qui font pas, on n'est pas sur un triangle en aller-retour, hein, c'est un vrai gilet. Donc en se concentrant un petit peu et en faisant attention, je pense qu'il peut être débutant compatible. Ce gilet se caractérise par une bande de petits points ajourés sur les épaules. C'est la collection entre guillemets Jinchi, puisqu'il y a aussi le pull et le top, avec cette petite particularité que j'aime beaucoup, qui donne une petite touche à ce gilet. C'est sa caractéristique, c'est sa petite touche, c'est ça qui fait qu'on se rappelle que c'est ce gilet. C'est des manches tombantes et des manches qu'on relève, dont on relève les mailles, manche droite, avec, non pas manche droite, manche avec des diminutions, un rythme de diminution qui est expliqué dans le patron, côte. Moi j'ai mis un petit bouton étoile ici au bout des manches, juste pour le parce que c'est mignon. Et j'ai choisi les boutons violets à paillettes, parce qu'il faut toujours mettre des paillettes dans sa vie, j'en suis sûre. Ce gilet, je l'ai testé pour Marianne, en taille, je crois, 52, il me semble, je ne me rappelle plus. Je le marquerai sur mon Ravelry. Oui, bon, j'ai oublié quelques petits détails, mais bon. Et je suis super contente. C'est la première pièce sobre pour mon année de la sobriété. Et je suis ravie de l'avoir tricoté. Ça a été un peu long parce qu'il se tricote en aiguille 3,25, mais c'est vraiment une pièce, c'est un joli gilet. Et d'ailleurs, tiens, je voulais vous montrer, la laine s'est bien redressée au blocage. Quand je l'ai lavé, j'avais tricoté la laine en forme de nouilles chinoises. Vous savez, j'avais détricoté un autre pull en tricotant ça, puis ça s'est tout remis droit, bien comme il faut.
aucun problème. Donc ça, c'est la première pièce finie que j'ai terminée pendant les vacances. Le deuxième objet que j'ai terminé pendant mes vacances, c'est mon châle bulle d'étoile de l'atelier des tricopathes. Donc le châle bulle d'étoile, je vous en ai beaucoup parlé. C'est un châle qui a été designé par Cindy, à qui je fais d'énormes bisous. Cindy, on a fait un échange, un petit échange de laineux au mois de décembre. Elle m'a offert 2 écheveaux de cette laine qu'elle a appelée la reine des abeilles. Et elle m'a offert le patron de son châle bulle d'étoile. Et là, j'ai dit, waouh, c'est trop beau. En fait, c'est un châle donc, qui se commence par une pointe. Et puis, il y a un rythme d'augmentation qui est très, 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 très simple. Débutant compatible? Oui, oui. Et il est parsemé pardon, de ce petit motif d'étoile. Ce petit motif, donc en fait on commence de ce côté. Au début, j'ai remarqué qu'il faisait des petits trous. J'avais dit à Cindy, est-ce que c'est normal? Oui, bon bah c'est comme ça, c'est le design qui est comme ça. Et en fait moi j'ai trouvé une technique pour les refermer. Je vais vous montrer. Là, on voit qu'il y a des trous. Là, là, oh là, oui, on le voit bien. En fait, après, on voit qu'il n'y en a plus. En fait, quand j'arrive sur le rang où il y a eu le motif, donc la bulle d'étoile, sur le rang suivant, donc je tricote mon rang en 3, hop, je tombe sur un motif bulle d'étoile que j'ai fait au rang précédent. Je vais aller piquer en bas du motif bulle d'étoile pour remonter une maille que je prends un peu au pif comme ça, une maille, je la remonte et je la tricote en même temps que la première maille du motif bulle d'étoile. Je tricote la deuxième maille et la troisième maille du motif bulle d'étoile, je vais aller chercher la maille qui est en bas de l'autre côté pour la remonter. En fait, ça bouche les trous, je resserre. Alors, c'est rien à faire, c'est une petite manip. Alors, ça fait perdre un peu de temps, mais on voit plus le trou. Donc ça, je le saurai pour le deuxième. Oui, je vais en faire un deuxième. Donc, ce châle, c'est un grand châle, triangulaire, assez long. Long, alors je l'ai pas mesuré, ne me demandez pas de le mesurer. J'ai perdu mon mètre, je sais pas où il est. J'ai perdu mon mètre, alors avec le 20 cm, vous allez m'épargner ça. Alors, c'est facile, il fait la longueur de mon bras, pour aller à la moitié, hop. Oh, il fait peut-être 2 mètres. 2 mètres. Je suis au pif, j'en sais rien. Ah non, il fait plus que 2 mètres 20. Si je fais 1m70, là, ça fait peut-être 1m70. 17 et 17, 34, il fait 3,40 m. Non, c'est pas possible. Donc, je sais pas. Il a une pointe, puisqu'il se tricote, alors il se tricote dans ce sens-là, tac, 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 et puis à la moitié, on pèse la laine, et à la moitié, on va dans l'autre sens, on diminue. Comme j'avais 2 écheveaux, ça a été facile, j'ai pas eu besoin de peser. D'ailleurs, le prochain, non, le prochain, je vais pas faire cette forme, j'ai une idée. Donc c'est super beau. C'est super beau. Coloris reine des abeilles, la reine des abeilles, que Cindy a fait exprès pour moi. C'est quoi ça? C'est une maille qui s'est barrée? Non, pas du tout. C'est une maille qui s'est détendue parce que j'ai dû l'accrocher. Mais rien de bien grave. Et en fait, c'est un violet néon. C'est juste trop beau. C'est trop beau. Je l'adore. Donc ce châle, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Et je le porte très souvent parce qu'en fait, il a la forme parfaite pour un châle... Il a une forme parfaite. Il est ni trop grand, ni trop petit, ni embarrassant. Il fait foulard, il est génial. Oh, alors, violet sur violet, là, vous pouvez vraiment régler vos écrans. Peut-être un peu trop, non? Non, c'est jamais trop. Ce châle, je l'adore. Donc, Cindy, je te fais 1000 bisous. Parce que vraiment... déjà, bon, la laine, moi, je surkiffe cette couleur. Alors oui, pour certains, c'est trop de couleurs, moi, j'oserais jamais porter ça. Bah, moi, j'ose parce que je m'en fous du regard des autres. Je vais pas vous dire ce que je leur fais, vous avez compris l'idée. Et en fait, il faut porter de la couleur dans sa vie. Il faut deux... C'est pour ça que je suis Gémeaux, j'ai 2 facettes. La Sophie sobre. Allez, aujourd'hui, j'ai décidé, on va mettre du gris. Mais bon, peu de couleur quand même. Et la Sophie un peu plus moi-même. Donc je suis ravie de ce châle. Débutant compatible, oui.
qui se tricote forcément avec cette laine, mais Cindy, elle a tout un tas, une collection de cette laine avec plein de couleurs différentes. Voilà, c'est trop bien. Et le troisième objet terminé, parce que j'en ai tricoté 3 pendant mes vacances, 3 fini 3, les chaussettes. Chaussettes Lazy Lion, je les ai pas encore portées parce que je veux vous les montrer propres. Lazy Lion de chez Kremke. Chaussettes dites à la vanille, ça veut dire on tricote une pointe, je les ai commencées par la pointe, Turkish Caston, augmentation 1 rang sur 2, jusqu'à arriver à 60, j'ai fait quoi là, 64 mailles peut-être, ou 60, je ne sais plus, en aiguille de 25, ah j'ai peut-être fait 64, je sais pas. Talon boomerang, c'est mon talon de prédilection. On m'a demandé si le talon boomerang pouvait se tricoter dans l'autre sens, oui. En fait c'est un talon, il est symétrique. Donc oui, tu peux le tricoter, je pense, dans l'autre sens, en commençant par là. Il faut regarder du côté de chez Clo Tricot, elle explique pas mal de talons. Mais moi, je me suis inspirée du patron de Christelle Desmaillez-moi. Dans ses Flora Socks, j'ai pris le talon boomerang et depuis, je le mets dans toutes mes chaussettes parce que j'adore. D'ailleurs, en parlant de chaussettes... Ah oui, je voulais vous dire, pardon, les bloqueurs, hein, en set de table, Emma, Tricolibri, coucou, gros bisous. Et vous regardez. Et... Donc en parlant de chaussettes, du coup, une paire de chaussettes terminée égale une paire de chaussettes qui commence. Je vois qu'il y en a qui suivent. Alors, une paire de chaussettes qui commence. Alors là encore, on va régler les écrans. Oui, alors là, on n'est pas du tout dans la sobriété, on est plutôt dans le... Ah, mais j'ai perdu ma pelote de fluo, moi. Elle est où? Ah oui, il va falloir que je la cherche. Bon, c'est pas grave. Donc, j'ai commencé les Bubblegum Socks de Knit with Yarn. Enfin, je ne me rappelle pas, je vous mettrai tout là-haut. Donc, c'est une designeuse qui n'a pas ses patrons sur Ravelry, c'est sur son site. Et c'est juste canon. Donc pour tricoter ces chaussettes que je vais vous montrer dans quelques instants, j'utilise un kit de chez... Oh, devinez, allez, devinez. Oui, Ophidorus. C'est Fleur du Nil. Oui, Fleur du Nil. Par contre, j'ai quand même un doute sur la quantité, hein, mais bon, sur la quantité de laine qui me reste pour finir mes chaussettes. Donc j'ai pris un kit de 50 grammes. Donc il y avait cette magnifique couleur. Pff, non mais là, tricoter un pull comme ça, j'en rêve. Cette magnifique couleur avec un jaune fluo de contrastant que j'ai perdu. Ça me stresse, je sais pas où je l'ai foutu, ça me saoule. Bon bref. Et donc j'ai tricoté les... Alors c'est des chaussettes que je commence par les côtes. Donc, je suis déjà pas trop dans ma zone de confort. Mais regardez-moi ça. Oh, c'est canon. J'adore. Ah, mais... Ouais. Et en vrai, je crois qu'en vrai, c'est encore plus... En vrai, ça fait pas du tout comme ça, le rose, là. C'est beaucoup plus nuancé. C'est moins... Ouais, c'est magnifique. Je me suis dit, franchement, tricoter un pull avec ça au bout des manches, mais franchement, ce serait pas canon. Un pull comme ça, imagine, j'ai un pull. Ouais, oh, c'est trop beau. Un pull comme ça, avec cette laine-là, et ça au bout des manches, et en yoke. Bon, ça doit exister, hein. Bon, bref. Donc, ces chaussettes, ce point bubblegum, débutant compatible? Oui. Mais attention, ce patron est en anglais. Débutants qui n'ont pas peur d'aller explorer un petit peu les patrons en anglais. Ce qui est quand même, en vrai. Alors moi je le dis parce que je suis pas débutante, mais en vrai, easy. Ça, ce point-là, il est easy. Et il est canon. C'est trop beau. Donc là, j'ai fait ça, là. J'ai fait ce nombre de rangs. Parce qu'en fait, j'utilise ma règle à chaussettes. Pour mesurer mon... Oh, ça sature, c'est dingue, dès que je bouge. Ah, elle est là. Pour mesurer
la tige de mes chaussettes, je veux que la tige soit aussi longue que le pied. J'aime pas les chaussettes courtes, surtout à cette saison. Donc je me suis fait un repère dessus la règle. À 20 cm, généralement, je commence mes rangs raccourcis. Donc, il me faut 20 cm de tige. Donc en fait, je prends ma règle, j'enfile ma chaussette dessus. Comment? Ouais, faut pas que je me trompe de côté. Hop. Je m'arrête ici à 20 cm. Rien du tout. Voilà, bon, je suis bientôt au bout. Donc là, je peux encore tricoter. Allez, 10 rangs. Et après, j'attaque le pied. Enfin, le talon. 10 rangs, le talon. J'espère que j'aurai assez de fil. Il faut que je pèse ce que j'ai déjà tricoté. Ah ouais, mais là, j'ai le jaune, donc ça a pris de la place. Ouais, il faut que je pèse quand même, histoire de voir un peu où j'en suis. Donc voilà, donc mes petites chaussettes, pour l'instant j'arrive sur la partie zéro cerveau tout droit, donc ça se tricote tranquillement. C'est bien parce que j'ai fait j'ai tenu mes objectifs en matière de chaussettes. J'ai dit que j'essayais de m'en tricoter une paire par mois. J'ai dû les marquer dans mon cahier. Chaussettes. Noël en Savoie. Attends, j'avais marqué... Voilà. Janvier, Noël en Savoie. Février, Autorayante Lazy Lion. Mars, Bubblegum Socks. C'est trop bien. Donc moi, je suis super contente parce que, ouais, j'ai rempli mes objectifs. Donc, en objet terminé, c'est tout. Mais j'ai castonné plein de trucs. Plein. On va commencer par... les chaussettes, c'est bon, je vous les ai montrées. On va commencer par... Voilà, par ça. J'avais voulu commencer le Alpine Bloom. Donc, le Alpine Bloom... Kathleen Hunter, je crois, je vous mets la photo là, vous le connaissez par cœur. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de monter le Alpine Bloom, c'est chouette, ça va être un truc ludique et amusant. Alors bon, moi je me suis pas amusée du tout, j'ai commencé les... Alors par contre, si, je trouvais ça super joli, j'ai pris pas le Autumn Alpine, j'ai pris le Alpine Bloom, donc il y a un truc, l'encolure, tout en... Il y a un petit motif qui le rend tout en petit machin là. Un petit croquet, je sais pas comment on dit. Bon bref, donc c'est super joli, je fais ça, je fais les quelques rangs raccourcis qu'il y a, nickel, je commence le jacquard, et là je dis, 3 rangs de jacquard, 3 heures, comment je vais faire le pull, quoi. Et puis c'est pas, enfin je l'ai pas trouvé intuitif, c'est pas fluide, enfin après j'ai pas, peut-être que j'étais pas dedans, et puis peut-être que le jacquard, je suis pas la reine du jacquard, hein, loin de là, donc du coup... J'ai été très vite saoulée, comme vous pouvez vous en douter, et j'ai décidé de monter autre chose. Donc je vais vous en parler. Donc je le mets dans un petit panier, mes petits paniers que j'ai trouvés chez Action. Alors Action, j'y vais de temps en temps et avec parcimonie, hein, parce que l'environnement, les arbres, tout ça. Donc je commence le pull Armen de Marianne Munier de Marguenet. Ce pull, je l'ai acheté à sa sortie. Il se caractérise par... Donc c'est un pull qui se commence par qui se tricote de haut en bas. Et il se caractérise par... Alors, je suis désolée de faire du bruit avec les feuilles. Je ne sais pas s'il y a une photo à l'intérieur. Non, il n'y a pas de photo à l'intérieur. En fait, je vais vous montrer le dessin technique. On commence par tricoter ces petites bandes ici, de chaque côté. Après, on va aller tricoter le dos en aller-retour, le devant en aller-retour. Et là, on joint en rond. Et en fait... Le rythme des rayures n'est pas le même sur les manches que sur le corps, mais on est dans la zone de confort marinière. J'adore les marinières. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, bref, j'adore les marinières. J'ai toujours aimé les rayures comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, j'utilise le fameux l'ombre d'Anubis de Au fil d'Horus de Montdidier. Et j'utilise les mini du calendrier de l'Avent. J'ai enlevé, vous voyez qu'ici j'ai enlevé les bleutés vert d'eau. J'ai décidé de partir dans un espèce de... alors c'est pas vraiment un fade, c'est on va dire on va appeler ça une harmonie. Ça par contre ça fera trop fluo à mon avis. Oh quoi que ça va réveiller le truc, ok. Une harmonie de couleurs. Donc, en coloris principal, l'ombre d'Anubis, Mérino Yak
nylon peut-être, je ne sais pas. Et j'utilise les mini des calendriers. Donc ici, on est dans le calendrier de Didier au fil de russe. Je rappelle que l'année dernière, j'avais pris son calendrier. Et j'en profite pour faire un gros bisou à la team calendrier. Et vous savez pourquoi? Parce que j'y pense tout le temps. C'est comment je vais faire pour attendre presque 8 mois ou 10 mois. Je sais pas. Ça va être en décembre, mais je pourrai jamais attendre jusque-là. C'est impossible. J'ai commencé à utiliser ça. C'était un mini qui contient du verre d'eau. C'est plus vert en vrai. Du jambon de Parme. Et tout ça en stélina. Je dis jambon de Parme parce que ce jambon de Parme, on le retrouve sur un autre mini. Et d'ailleurs, j'ai aussi celui-là. Voilà, on est vraiment dans une harmonie de bleu et de jambon. Enfin, je sais pas pourquoi je dis jambon. En fait, c'est pas du jambon. Hein. C'est juste que la couleur, elle fait très jambon. Ça me donne envie de me faire une raclette. Ah, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est tellement drôle. Bon, bref, je me fais rire moi-même. Je suis désolée. Je me suis bien reposée pour les vacances. Du coup, j'arrive au taquet. Hein. Donc voilà, je vais partir sur cette harmonie. J'ai juste commencé, hein, tout gentiment, tranquillou. J'ai commencé la première bande. Oh, attention, ça va faire du pulling. Oh. Donc ça, c'est la première bande d'épaule. Donc pour l'instant, qui ressemble à rien, évidemment, hein, forcément. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Non, en vrai, je fais pas de la merde. Je voulais juste vous montrer la bande d'épaule. Bon, ça, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. Ouais. Donc, pourquoi ça fait du pulling? Parce que je fais des allers-retours. Donc, le bleu, bah, il est d'un côté et le rose, il est de l'autre. Du pulling sur des rayures, ça se voit peut-être moins que des grandes zones de pulling qui sont vraiment pas belles du tout. Enfin, moi, perso, le pulling, je peux pas dire « Oh, ça fait du pulling, mais j'aime bien quand même. » Non, moi, franchement, je trouve que c'est une faute de goût, vraiment, surtout que quand on tricote, on doit pouvoir corriger ça. Donc là, ici, bah, ça va se corriger tout seul parce qu'on diminue. Donc déjà, là, ça s'est inversé. Et de l'autre côté, bah, ça sera exactement la même chose. Je fais 2 bandes comme ça. Hein, il me reste un tout petit bout là, petit chouille de trucs à rajouter. Et après, une fois que j'ai fini ça, je relève et j'ai tout un tas de trucs à faire. Mais je prends mon temps parce que la construction, elle n'est pas easy. Donc en fait, c'est pour ça que j'aime bien ce patron. C'est parce qu'il va me demander un peu de réflexion. Pardon. Des fois, c'est bien d'avoir des zéros cerveaux. J'en ai plein. Mais c'est bien aussi des fois d'avoir des patrons où on doit un petit peu se poser, réfléchir. Et là, Marianne nous oblige à réfléchir un peu, mais j'aime beaucoup ça. J'aime bien ce process de construction. C'est un jeu de construction. Et ça, c'est pour l'instant, j'ai fait que ça, mais je m'amuse beaucoup. Et en plus, je joue avec les couleurs, donc tout va bien. Donc ça, c'est ma marinière armène, que j'espère finir... on va dire, je vais me laisser 1 mois et demi, 2 mois pour la faire. Tout va bien, parce qu'après, j'ai plein d'autres envies, mais... Bon. Donc, pour faire cette marinière, je suis contente parce que j'utilise de la laine que je n'ai pas achetée. Enfin, que j'ai achetée l'année dernière. Là, j'ai pas racheté de laine depuis la laine que je vous ai montrée quand j'ai déballé Ars Natura et Didier. J'ai rien acheté depuis. Donc, je suis très, très contente. Ouais. C'est bien de tricoter son stock. Bien que j'ai pas beaucoup attaqué mon stock en vrai, hein, mais bon. Mais c'est bien quand même. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Je vais vous parler d'un truc que vous connaissez déjà, le Smoky Chal, mais avant je vais éternuer. Alors le Smoky Chal, le Smoky Chal est un châle de mon cher Steven West. Châle que j'ai commencé, je sais plus trop, début février, j'avais vu Didier montrer le sien. Oh, j'avais dit celui-là il me le faut. Trop beau. C'est un châle qui est magnifique, qui est grand et zéro cerveau. Pour l'instant, zéro cerveau. C'est pour ça qu'il a beaucoup avancé. Ouais, j'ai beaucoup tricoté pendant mes vacances. Donc, le Smoky Chal, je le réalise avec uniquement des restes. Voilà ce qu'il me reste de restes. Il me reste encore des restes, mais je me demande si je ne vais pas en tricoter un deuxième. Ça se trouve, je vais peut-être même en faire 3. Bon, bref. Je vais garder ça pour la bordure.
Et ça, pour les picots, c'est un rabat en picot, tant qu'à faire. L'époque où Steven West connaissait pas encore l'icord, et on rabat en picot. Donc, le châle se tricote d'une pointe. On a un certain nombre de mailles. On va augmenter d'un côté, en laissant tout droit de l'autre côté. Au bout d'un moment, on va tout droit. Au bout d'un moment, on diminue pour que ça parte dans l'autre sens, ce qui nous donne un grand triangle, mais pas pointu, coupé. Je peux pas tout vous montrer parce que j'ai un petit câble, enfin un petit câble, c'est pas un câble si petit que ça, mais bon, tout est sur câble. Donc j'ai commencé ici. Oui, j'ai commencé la bordure. Oui, si j'ai commencé la bordure, c'est que j'ai fini cette partie-là. Ensuite, donc on m'a demandé au niveau du rythme des changements de couleur ce que j'ai fait. Normalement, c'est un châle qui se tricote avec 3 écheveaux de laine fingering, soit 400 mètres, pardon, pour 100 grammes, sachant que je crois qu'il n'utilise pas la totalité des écheveaux. Moi, j'ai utilisé que des restes. Donc au début, j'ai utilisé ma première boulette dans cette couleur aubergine, mais beaucoup plus foncée que ce que vous voyez là, qui est juste magnifique. Après, j'ai fait quelques rayures pour passer à la suivante. Et puis, en fait, c'était des boulettes. Et ce que j'appelle des boulettes, c'est vraiment tout petit. C'est des boulettes. Je dois avoir, là, il y a peut-être 2 grammes. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais partir en rayure avec une couleur plus claire que l'autre. C'est un point de gaudron, hein. Donc, à un moment donné, on a des mailles en vert et à un moment donné, on a des mailles en noir. Donc là, bah, j'ai gardé mon violet, j'ai mis du plus clair. Le plus clair qui est là, du coup, je l'ai basculé avec du rose. À chaque fois, j'ai contrasté, j'ai trouvé un contrastant à chaque fois. Et c'est comme ça que j'ai utilisé tous mes restes. Donc là, on a du rose avec cette espèce de... Alors c'est drôle, il paraît marron presque, mais pas du tout, il est rose. Hein. Un rose plus vif avec ce marron. Un rose framboise avec ce... C'est pas du tout orange, c'est corail. Et au fur et à mesure... J'ai dégradé les couleurs. Là, j'ai apporté... Ici, là, on a du fluo. Oh, c'est beau, du fluo. Et j'ai continué comme ça, d'alterner, jusqu'à diminuer. Donc, le châle, je vais l'appeler certainement 50 nuances de rose, parce qu'on y est vraiment. C'est du point de gaudron, donc il n'est pas bloqué, donc il est tout élastique, très élastique. Quand il va être bloqué, il va être immense. Donc il va tenir comme ça ici. Hop, 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 et hop. Voilà, bon là je peux rien vous montrer. Si je peux peut-être vous le montrer dans ce sens-là. Aucune idée. Donc j'ai commencé la bordure. Donc pour faire la bordure, on vient relever toutes les mailles pour tout mettre sur un câble. Et on fait un jeté entre chaque maille pour éviter que ça soit trop, trop tendu. Ça reste quand même très souple. Donc je le tricote en aiguille 3,75 je crois, oui c'est ça. C'est mon aiguille de prédilection, j'utilise souvent de la 3,75. En 4, c'est vraiment trop ajouré, trop déjaugé. Et en 3,5, c'est vraiment trop serré. Donc pour moi, 3,75, c'est vraiment l'aiguille qui convient. Et là, j'ai commencé la bordure. Pour relever les mailles, j'ai une petite technique. Par exemple, dans la pente, ici, on a une pente. Il nous dit, donc ici, il nous dit, vous relevez tant de mailles, vous mettez un marqueur. Et entre le marqueur et là, vous devez relever un certain nombre de mailles. Sauf que moi, j'ai toujours peur d'en relever trop au début, puis de courir après les mailles à la fin. Donc, j'ai une petite astuce, je ne sais pas si vous la connaissez, mais vous la connaissez sûrement à mon avis. Je prends cette partie-là, je la divise en deux en la pliant, je mets un marqueur à la moitié. Ça veut dire que si, par exemple, je dois relever 100 mailles, je sais que j'ai 50 mailles à relever de chaque côté. Et si c'est encore trop grand, je replie en deux, et je sais que je dois relever 25 mailles dans chaque quart. Et du coup, c'est plus facile de relever 25 mailles là-dessus que 100 mailles là-dessus. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Ce truc-là, je l'utilise, cette petite astuce. Même quand je relève, quand j'ai relevé l'encolure du gilet de Marianne, je savais que je devais relever tant de mailles du bas du gilet au début de l'angle du col en V. Donc j'ai coupé en deux, j'ai mis un marqueur en... Vous savez, les marqueurs en plastique, là, les anciens marqueurs.
Hop, je savais que je devais relever tant de mailles pour chaque moitié, que j'ai redivisé en deux pour avoir une petite zone où je sais que c'est plus facile de relever 15 mailles sur une petite zone de 10 cm que je sais pas combien de mailles sur une zone beaucoup plus grande. Bref. Donc ça, je l'utilise souvent pour relever les mailles parce que ça m'arrivait autrefois de relever et puis bah ça, les encolures, ça se froissait parce que j'avais relevé trop d'un coup et puis pas assez. Donc au bout d'un moment, je sautais parce qu'on me dit tricoter et relever 2 mailles sur 3. C'est pas toujours très... Même comme ça, sur le papier, ça a l'air facile, mais en vrai, 2 mailles sur 3, des fois, elles sont pas tricotées tout à fait pareil. Je prends, je prends pas, je prends, je prends pas. Donc moi, je coupe, je coupe, je coupe. Et comme ça, par tronçon, je trouve que c'est plus facile. Donc ça, c'était ma petite astuce. Et bah là, pour l'instant, bah, c'est j'allais dire la barrière, je sais pas pourquoi, la bordure. La bordure qui est hyper longue. J'ai un nombre machinable de mailles, mais c'est bien, je suis contente. C'est vraiment là, zéro cerveau. Il va être trop beau. Et franchement, le rose, bah, c'est beau. Hein. Là encore, hein, faut oser, mais ouais, faut oser. Mais je pense que moi, il n'y a pas de souci. Aucun souci. Je pense en tricoter un autre de ce modèle-là. Juste pour le... Quand il y a un truc qui plaît vraiment, moi je sais les tricoter plusieurs fois. D'ailleurs le Verticheese, hein, je l'avais tricoté 3 fois. Celui-là, je pense que je le tricoterai encore. J'ai d'autres restes, mais qui partiront dans d'autres ouest. Faut que je trie les restes parce que j'ai les restes de bleu marine et de vert. Ça pourrait faire aussi un autre smoky un petit peu plus sombre. Ça pourrait être pas mal. Alors ensuite, qu'ai-je sur mes aiguilles? Ouais. Dans ce sac magnifique qui m'a été offert par ma chère Christelle, petite Christelle d'amour, à qui j'envoie des gros bisous. Ma Christelle m'avait offert ce sac l'année dernière pour mon anniversaire. C'est le sac, souvent dans ce sac, il y a des encours que j'aime. Et celui-là, ouais, vous l'avez vu sur Insta. Mais il y a des personnes qui ne me suivent pas sur Insta, donc je vais durer un petit peu le suspense. Je tricote le châle Striation Valley Shawl de mon cher Steven West, qui est tout content là. Ah ouais, il lui plaît son châle. Et ce châle, il n'y a pas que lui qui est content. Ah, moi aussi je suis content. Bon, est-ce que je ferai une photo comme ça? Le Striation Valley que j'ai appelé le châle Tempête sur l'océan. Pour tricoter ce châle, Steven West préconise 5 couleurs, dont un mohair. J'ai choisi comme mohair le mohair lace 420 mètres pour 50 grammes de chez Lily Neige. 72% mohair, 28% de soie, non teint. Que j'avais acheté pour faire de la teinture, mais au final, celui-là, je vais le mettre non teint. Il sent l'animal. Il pue. Mais c'est pas grave. Ensuite, j'utilise de la laine single de chez Tôt le Matin Yarns, coloris Jambi. Jambi? Non, Jambi. Aucune idée. C'est un bleu grisé. Je crois que vous avez à peu près la bonne couleur. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise de la mousse alpaca de chez Laine de Moute, coloris Mister Obscuro, qui est plus foncé que ce que vous voyez à l'écran, enfin que ce que je vois moi en retour, et moins bleu, plus gris. Il manque des étiquettes. Ah, j'utilise la Ars Natura que j'ai acheté très récemment, Alpe Angélique, 400 mètres pour 100 grammes. Bah, c'est la même qualité que ça, hein, je crois. 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est la même qualité, mais là, on est sur son coloris scarabée, qui est
des reflets, c'est juste magnifique. Et ça, c'est laine de mousse. C'est... Et enfin... Ouais. Non, mais là, franchement, je crois que j'ai trouvé le combo parfait. J'y vais mollo sur ce châle parce que j'ai tellement envie de le tricoter que je me calme. La Luxor Fingering. Luxor, j'adore. 100% Merino Single, 100 grammes pour 400 mètres, coloris Ancien Empire de chez Ophidorus. Donc là, ici, on est sur donc une single. Voilà, donc vous voyez, il y a un petit peu de violet léger, du bleu, du gris, du marron. Et tous ces coloris m'ont fait penser vraiment à la météo qu'on a en ce moment, qui est très tempête océanique. On a ça, nous, en ce moment, on essuie tempête sur tempête. Le ciel, il est exactement comme les pelotes que vous voyez là. D'ailleurs, on est à nouveau dans les inondations, les bois ont les pieds dans l'eau. Je vous mettrai quelques vidéos, après ou avant? Je vous les mettrai après, puisqu'après je répondrai à toutes vos questions. Donc entre les deux, je vous mettrai les vidéos de ma balade dans les bois ce week-end avec mon chéri. Ben, c'est pas joli. Bon bref, alors, donc on commence par tricoter par là. En fait, il va être énorme. Il va être énorme et il va faire plein de plis. Hein. Donc on commence par tricoter ici. Donc là, j'ai utilisé la laine de Didier et la tôle matin. Après, ici, on est censé utiliser... là, j'aurais dû prendre scarabée et laine de moute, mais du coup, je veux dissocier... En fait, chaque fil est plus mou parce que c'est de l'alpaga en majorité. Donc, j'avais déjà expliqué que je vais le rayer avec une couleur qui est plus... avec une laine qui a plus de texture, donc une laine de Merino. Et là, en l'occurrence, Single et Didier. Single Didier plus Mister Obscuro. C'est juste trop beau. Donc là, on en est là, il y a des gros trous, c'est du vrai West. Ça, c'est un bonheur à tricoter. C'est un vrai bonheur à tricoter. Je me calme. Si je tricote que ça, dans 3 jours, il est fini. Je me calme. Donc non, je ne tricote pas que ça. Ah, c'est trop beau. Donc, je suis folle de ce modèle. Je suis folle de mon choix de couleurs. J'adore ces nuances, j'adore les gros trous, le petit point de vague entre deux qui fait que c'est des vagues. Donc oui, ça va être un châle demi-lune, j'ai envie de dire même un grand demi-lune, hein, un demi-lune pleine lune. Hein. Donc bon, bah c'est pas grave, ça sera un demi-lune pleine lune, mais je le porterai quand même. Il fera cap. Je sais pas comment il sera à la fin, mais on s'en fout, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est tout doux. Oh, ça sent bon. C'est quoi qui sent bon comme ça? Il y a une laine qui sent bon là. Ah oui, c'est celle-là. Ouais. Bon, voilà, donc ça c'est mon encours, celui qui me met en joie. Que j'ai vraiment envie d'avancer, que je tricote avec un grand plaisir, mais que je modère, parce qu'en fait, si je tricote trop vite, il va passer trop vite. Et c'est ça, en fait, des fois, je suis tellement dans l'engouement, l'euphorie de la nouveauté, du Caston et tout, que j'ai tendance à aller vite, puis après, oh mince, j'ai déjà fini. C'est con. Donc lui, je le savoure, un peu comme j'ai savouré celui-là. Le bulle d'étoile, je l'ai savouré, je l'ai commencé décembre, j'ai pris mon temps parce que c'est un process qui est hyper agréable. Alors celui-là, il est particulier. C'est un châle qui va être... C'est un châle encore, oui. Alors c'est vrai que cette année, c'est l'année du châle. Depuis le début de l'année, j'ai tricoté le jean chicardi. Je vais avoir la marinière armène sur mes aiguilles. Et en châle, je les enchaîne. Bah oui, mais bon. Alors après, il faut dire aussi pour ma défense que Monsieur West nous en sort 3 par semaine. Donc bon... Et parmi les 3 par semaine, il y en a toujours au moins un qui me plaît. Donc moi, je m'en sors pas. Mais là, pour le coup, il ne s'agit pas du tout de Monsieur West. La coupable va se reconnaître. Donc la personne qui m'a offert ce patron, le Caramelli Shawl. Donc c'est un châle que j'appelle toujours le Cocopelli parce que je me suis trompée une fois et depuis, j'arrête pas de dire ça. C'est pas grave. Donc c'est Christelle qui m'a offert ce patron. Christelle, au fil des aiguilles, qui m'a permis de mentionner son nom. Je te fais un énorme bisou, Christelle, ainsi qu'à Charlie. C'est son petit garçon
qui regardent mes vidéos. Ça me fait trop plaisir. Et ils ont voulu me faire plaisir. Ils m'ont envoyé un patron et ils ont choisi celui-là parce que le modèle avait une petite couleur qui leur faisait penser au miel. Donc le Caramelly Shawl de Anna Johanna. Ce châle, donc que m'a offert Christelle, est un châle asymétrique triangulaire. Je vous montre le dessin technique. Voilà, on le commence par là, hop, et il est asymétrique. Il nécessite 470 mètres de laine fingering principale et 330 mètres de laine contrastante. On n'est pas obligé d'utiliser du mohair. Elle a pris du Merino BFL Silk Nylon 300 mètres et elle a pris la même laine. Elle n'a pas pris de mohair. Pour tricoter ce châle, j'avais besoin donc de, je viens de vous le dire mais je m'en rappelle déjà plus, 470 mètres de laine fingering. Et je me suis dit, 470 mètres, ça représente un écheveau plus un mini de la même couleur ou au pire un 50 grammes de la même couleur. Mais moi, j'ai pas un écheveau et un 50 grammes qui a la même couleur. Donc je me suis dit, utiliser 2 écheveaux pour un châle, sachant que dans le deuxième écheveau, je vais utiliser 70 mètres, soit même pas 20 grammes. Mais je me rappelais que j'ai acheté en début d'année. C'est bien parce que je tricote la laine que j'ai achetée, je suis contente. La laine de chez Didier, le thème tibétain single. Et qui contient 480 mètres de fil. Donc c'est la quantité parfaite pour tricoter ce châle. Thème tibétain single. C'est sa nouvelle base. Donc il s'agit d'un fil qui est composé de 65% de mérino, 15% de yak et 20% de soie. 120 grammes, 480 mètres. C'est pas un fil plus fin, c'est qu'il y a 120 grammes, il n'y a pas 100 grammes. 120 grammes, je crois que j'ai même pesé, je dois être à 125 grammes. Donc j'ai largement pour faire mon châle. Et j'avais pris comme coloris Séduction divine. On est sur un rose, un peu plus vieux, comme au-dessus là. Voilà, un beau rose. Et ce que j'aime, évidemment, hein, vous le savez, c'est les nuances. C'est une couleur tout en douceur, aussi douce que la matière. Ça sent bon. Ça sent le mouton. Ça sent bon. Et puis c'est tout doux, très très doux, très souple, très brillant. C'est un fil franchement remarquable. Je voulais tester cette qualité quand il l'avait présenté dans une de ses mises à jour. Il y a, je crois que c'était en janvier ou peut-être début février, je me souviens plus trop. Non, c'était fin janvier. Et j'avais besoin d'une couleur un peu plus douce, parce que ce châle se voudra tout en douceur. Ouais, et franchement, allez, je vous montre. Je vous montre où j'en suis. J'en suis au petit slip. Alors, le rendu de la laine. Je tricote en aiguille 3,75. C'est des Knit Pro, donc elles sont moins pointues que mes Aya, qui sont plus pointues. Mais ça va. Pour l'instant, ça va. Si jamais parce qu'après, il va y avoir de la dentelle. Si c'est un peu compliqué de faire cas de tog ou SSK, je prendrai les 3,75 du West. Donc, ce châle commence par la pointe, la forme de string ou de... Ça peut faire aussi un cache... Oui, franchement, si, ça fait quand même un cache-zizi, je suis désolée, mais quand on le met bien, il est comme ça, voilà. Je suis désolée. Ce châle me fait beaucoup rire, cette forme me fait rire, parce qu'en fait, il rebiquerait pas comme ça, là, ça me ferait moins rire. Mais là, moi, quand je vois ça, Donc, ce que j'aime bien dans ce modèle, c'est que c'est du jersey endroit. Alors oui, les rangs envers sont à l'envers. Forcément, quand on fait du jersey endroit, les rangs envers sont à l'envers. Mais du coup, on voit vraiment bien les nuances des couleurs. Ouais, oh là là, c'est beau. Donc on voit toutes ces nuances de laine. Alors évidemment, ça fait pas du pooling parce que c'est la laine qui est comme ça. C'est fondu en fait. Et c'est d'une douceur. Oh, ça va être un vrai doudou. Je le veux comme un vrai doudou.
Donc, j'en suis au début, je tricote ma zone comme ça, et après je viendrai y intégrer la première partie de dentelle, ici. La dentelle, donc j'ai choisi un coloris contrastant. Donc le coloris contrastant, j'ai voulu rester dans la gamme de couleurs d'origine du patron. Parce que quand Christelle m'a offert le patron, elle m'a précisé, c'est Charlie et moi-même qui avons choisi le patron parce que la couleur nous rappelait un petit peu ton activité en fait d'apiculture. Donc je me suis dit, je peux pas trahir le patron ni leur choix d'origine. Donc j'intègre. Eh bien j'intègre ceci. Et oui, le fameux Alpine Bloom. Comme je sais pas quoi en faire, eh ben du coup je vais le mettre avec. Et ça va me faire un châle. Magnifique. Voilà. 1, 2, 3 châles sur mes aiguilles. Oh, c'est pas sérieux. Mais je m'en fous. Oui, je m'en fous. Ça sert je vais pas culpabiliser de tricoter 3 châles. Je fais bien comme je veux. Donc un châle, donc le Cocopelli, le Caramelli. Faut que j'arrête avec ça. Le Caramelli, le West et le West. Mais ce West là, il est en cours de finition. Sage. Finition sage. Je suis en train de le finir, donc bon, il compte presque plus. Est-ce que j'en ferai un tout de suite? Non, je vais peut-être finir le Cocopelli avant. Et après, du coup, je ferai peut-être un autre Smoke It. Voilà. Donc voilà, autant vous dire que ma semaine a été hyper créative. J'ai pas arrêté. Je suis très contente parce que j'ai avancé mes encours. Et avancer ses encours, faire du tri dans ses tricots, c'est aussi faire du tri dans sa tête, et ça fait du bien. Bon, je vous laisse parce que là, je vais aller me faire un petit café, faire le montage de ces 50 minutes de vidéo, monter ça, et puis après, je vais vous mettre là les vidéos de quand j'ai été me promener dans les bois, enfin, quand j'ai été patauger dans les bois. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous, et je vous dis à demain pour les réponses à toutes vos questions. Bye!
à tous. Aujourd'hui on est mardi et je vous retrouve dans mon salon avec ma chaise qui craque, qui grince. Je viens ce matin répondre à vos questions et elles sont nombreuses. Et voilà, j'ai tout noté dans mon cahier, je suis accompagnée de mon petit café et c'est parti. Alors déjà, je vais vous parler des questions tricot. On va les séparer en deux pour pas que ce soit un petit peu le n'importe quoi. Stéphanie me demande, le smoke-it que tu fais avec des restes, est-ce que tu fais un système d'alternance pour changer les boulettes, style un rang A, un rang B sur X rangs? Ok, je vais le chercher. Le voilà. Donc le smoke-it, Chose, Steven West, 8,60 €, modèle ultra débutant compatible, que j'ai donc décidé de tricoter avec des restes. J'ai utilisé comme reste des petites boulettes. Des petites boulettes, vraiment des petits restes. Vraiment des petits restes. J'ai décidé d'utiliser mes restes. Parce que déjà, dans un premier temps, je n'achète pas de laine. Par choix déjà, pour utiliser les laines de mon stock. Et parce que la situation est telle que je ne peux pas m'acheter de laine. Donc, je tricote ce que j'ai. Déjà, c'est très bien. Et je tricote notamment mes restes. Donc, mon smoke-it, il est là. Et j'ai choisi d'intégrer les boulettes, en fait. Bon, moi, je planifie rien. J'ai pas fait un dessin avec pelote A, enfin, boulette A, B, C, tout ça, non. Donc j'ai commencé par du foncé. Je vais essayer de vous montrer, mais comme je suis au milieu d'un rang et qu'hier j'ai dégringolé toute une aiguille de maille, j'avais une poignée de maille dans la main, je fais très attention. Donc j'ai commencé par des couleurs foncées. Cette aubergine, j'avais une boulette, d'ailleurs il m'en reste une que je vais pas pouvoir utiliser. Bon, c'est pas grave, parce que c'est trop tard, j'ai fini le châle, enfin quasiment. Donc là, en fait, j'ai dégradé. Au début, j'avais prévu, je l'ai pas déjà dit ça? Je me souviens pas. Si je l'ai déjà dit, je suis désolée, ça ferait une répétition. J'avais prévu d'utiliser tout ça pour fader, pour dégrader, mais j'ai pas pu trop dégrader parce que j'avais vraiment des petites boulettes. Donc il y a des endroits où ça fait un peu des rayures, comme la rose au milieu là, et puis le reste c'est tout fondu, mais non, j'ai pas positionné mes boulettes. J'ai tout pris, pas vraiment au hasard, j'ai voulu après alterner une claire, une foncée, pour un effet un peu rayé. On le verra mieux quand il sera bloqué. Là, on voit que ça fait rayer, là. Il y a du foncé entre deux et il y a du clair. Mais vous le verrez quand il sera bloqué. Mais non, non, Stéphanie, j'ai pas du tout réfléchi ou calculé. Moi, c'est à l'instinct, comme ça, au pif. Mais bon, j'aime bien faire au pif parce que ça passe ou ça casse. Et là, bon, ça passe. Moi, j'aime bien. Enfin, en tout cas, moi, ça me plaît. Valérie m'a demandé s'il y a des vidéos pour le châle smoke-it. Il y en a une pour faire le point smoke. C'est enfantin. La vidéo, c'est drôle, c'est une ancienne vidéo. Le châle, il date de... Il est assez vieux. Assez vieux. C'est relatif, il date pas des années 60, on est d'accord, Steven n'était pas né. Je sais pas quel âge il a, mais il a à peu près nos âges. Donc je pense que le smoke-it, il doit dater peut-être de... Je sais pas, je vais dire au pif 2017. Bon, je mettrai la bulle ici avec la date, parce que j'ai dû me tromper. Du coup, la vidéo, j'aime bien cette vidéo. Elle dure 1 minute 30, mais franchement, où il explique le point. Il est dehors, à la cool, on dirait qu'on est en été. Enfin, j'aime bien. C'est surtout que le point est très très facile. Donc, en vrai, mis à part l'anglais, évidemment, c'est facile. Je sais pas s'il est en français. Je vous le dirai. Question suivante. Fabienne me demande, coucou Fabienne, je te fais un gros bisou. Tu fais souvent des tests tricot. Comment doit-on s'y prendre si on veut faire un test? Où peut-on trouver ces tests? Alors, les tests tricot, comment je m'y suis pris pour faire mes tests? Sur Instagram, il y a des appels aux tests, souvent. Faut être abonné aux pages des designers. Donc, Marguenet, par exemple, je la suis depuis perpète sur Instagram. Donc, régulièrement dans les stories, elles mettent des appels aux tests. Sinon, sur Discord, c'est une appli, enfin une plateforme où on peut discuter. Je sais pas trop si vous connaissez ça. Pour celles qui connaissent pas Discord, quand on est abonné au serveur d'une designeuse, on voit, il y a souvent une rubrique appel au test. Donc là, elle propose aux personnes qui les suivent
le test, donc une photo du modèle, les tailles souhaitées, etc. Et là, on dit, bah oui, je suis intéressé ou pas pour moi, ou on répond pas, et ça veut dire que on n'est pas intéressé. Les tests, bah si, c'est souvent, mais bon, en majorité, c'est sur Instagram que ça se passe, c'est des appels aux tests, et puis souvent, c'est relayé. Il y a des designers qui ont du mal à trouver des testeuses, donc souvent, c'est relayé entre tricoteuses, on se dit l'info, quoi. Mais globalement, ça se passe sur Instagram. Donc, pour revenir à ta question, Fabienne, voilà, c'est souvent sur Instagram qu'il y a des appels aux tests. Et puis, voilà, faut suivre les designers, en fait. Ensuite, Isabelle, question matériel de tricot. Je tricote mes chats avec des aiguilles circulaires de 2,5 mm, mais les aiguilles sont en plastique et je peine à faire avancer ma laine. Quelles sont les aiguilles pour le Magic Loop? Alors, on va parler matériel. Alors déjà, Isabelle, si tes aiguilles ne glissent pas parce qu'elles sont en plastique, il y a une petite astuce de grand-mère qui consiste à... Alors moi j'en ai une paire d'aiguilles, des nids de pro en plastique, mais je les utilise pas parce que je les casse. Oui, team bourrin. C'est celle-là, en plastique. C'est vrai que ça accroche. Tu la passes dans tes cheveux, tu te frottes un petit peu les cheveux avec. Hop. Et après, ça glisse tout seul. C'est le sébum, le gras du cheveu qui enduit l'aiguille, c'est bien dégueu. Mais en attendant, c'est une astuce de grand-mère. Sinon, il y a une autre option qui est d'utiliser d'autres types d'aiguilles. Donc pour mes doudous, enfin en tout cas, là tu tricotes tes chats, donc je suppose que tu tricotes les doudous. Quelles sont les aiguilles pour le Magic Loop? Toute aiguille convient pour le Magic Loop. Mais effectivement, il y a des aiguilles qui sont plus ou moins faciles à utiliser. Là, dans cette pochette-là, qui m'avait été offerte par une abonnée, dont j'ai oublié le nom, et je suis bien désolée, mais je peux pas tout retenir, j'ai une petite tête. C'est mes petites aiguilles. Bon, pour me rappeler des numéros, je les ai écrits directement au stylo, mais bon, j'aurais pu les broder. Mais... Donc j'ai des aiguilles comme ça, là, des Nid Pro Zinc. Les Nid Pro Zinc, je ne les aime pas du tout pour le Magic Loop. Mais après, c'est une question d'appréciation, là encore. Je vais vous dire un truc, et puis vous allez me dire, il y en a 3 ou 4 qui vont me dire, ah ben moi les Nid Pro Zinc, ça va très bien. C'est mon avis à moi, perso, c'est mon expérience. Les Nid Pro Zinc, c'est celle-là, avec le câble normal, le Magic Loop. Ici, je trouve qu'avec ces aiguilles-là, quand elles sont petites, là on est sur du 2,25, ça accroche là. Donc en Magic Loop, c'est pas confort du tout. Mais voilà, c'est mon avis. Donc moi, pour le Magic Loop, personnellement, j'utilise les Adi fixes. Donc j'ai plus les emballages parce que je comprends pas. Enfin, j'ai du mal à laisser les emballages. Les Adi fixes. Donc ce sont des aiguilles pointues, mais pas trop. En fait, celle-là, non, c'est pas des pointues. Je dis, c'est des aiguilles pointues, mais pas du tout. Donc, ce sont des aiguilles non pointues et qui ont un câble qui sont fixes. Ici, tout seul, ça va tout seul, ça glisse bien. L'aiguille métallique, je trouve que ça glisse mieux. En bois, ça peut un peu coincer, quoique avant, je faisais tous mes doudous sur des 2,25 en bois. Donc, voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer d'autres aiguilles. Qu'est-ce que j'utilise ? Ça, c'est des Nid Pro 2,25, pareil, toute simple, fixe. Vous voyez, ça c'est fixe, il y a pas de, on peut pas enlever l'aiguille. Les fixes pour le Magic Loop, je trouve que c'est ce qu'il y a de meilleur, mais bon, après c'est mon avis. Pour les doudous, j'ai toute ma pochette à aiguille doudou. Les Xiaogu, ça va bien aussi en Magic Loop. Je m'en sers pas beaucoup de celle-là parce que c'est du 2 mm et je fais pas beaucoup de doudou en deux. Celle que j'utilise le plus, c'est les Adi. D'ailleurs, c'est celle que j'utilise pour tricoter mes chaussettes. Donc, elles sont occupées dans mes chaussettes, que je n'ai pas du tout avancé, mais je vais vous montrer. Voilà, c'est mes Adi. Donc, le câble, il est gris marron, enfin beige, doré. Voilà, et ça glisse tout seul. C'est-à-dire que là, quand vous faites passer hop, votre fil, là, hop, ça y va tout seul. Il y a pas de, ça accroche pas du tout. Du tout. Des deux côtés, ça accroche pas. Donc, Adi, j'aime bien Adi. C'est pas... Voilà, après c'est un investissement, mais je crois que les Adi, c'est pas les aiguilles les plus chères. Et puis, j'ai envie de dire, quand on achète une paire d'aiguilles, on n'achète pas une paire d'aiguilles à chaque fois qu'on met un nouveau tricot sur ces aiguilles.
On achète une fois et après on s'en sert tout le temps. Jusqu'à ce qu'elle casse ou qu'elle s'use vraiment beaucoup. Les machins là, les Aya, je m'en sers beaucoup. Donc j'ai acheté une fois juste une aiguille supplémentaire de 3,75 parce que je m'en sers beaucoup. Mais en Magic Loop, ça va nickel. Ce kit là, je l'ai acheté sur le site de Lily comme tout. Et c'est des câbles qui tournent. C'est des câbles AS360. Enfin, il y a toute une collection de câbles avec. Et ils tournent. De toute façon, je ne pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas de zoom ici. Et ça tourne. Donc ça, c'est pratique quand on a des grands tricots. On n'a pas besoin de tout faire tourner. Ça allège un petit peu le poids du tricot. Bon, bref, je vais revenir à mes moutons parce que là, franchement, je m'égare. Donc, nanana, aiguille en plastique. Donc, aiguille en plastique, tu la passes dans tes cheveux. Et si ça va pas mieux, tu achètes des Adi ou des Knit Pro, mais évite les Knit Pro zinc qui accrochent. Et évite aussi les Knit Pro plastiques, justement, circulaires, interchangeables, je veux dire. Parce que là, c'est très fragile. Le branchement entre l'aiguille en plastique et le petit bout de métal qu'on vise dans le truc, là, c'est là que ça casse. Ensuite, je continue les questions tricot. Céline, qu'est-ce que tu me fais envie avec la couverture Nectar Blanquette? Oui. Ça fait un moment que j'ai pas touché mes couvertures. J'aimerais la démarrer, mais j'appréhende la traduction en anglais. Le comment faire? Est-ce vraiment accessible à quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout l'anglais? Peux-tu me conseiller ta façon d'avoir démarré cette couverture? Sais-tu traduire directement en anglais? Alors, je sais que l'anglais fait peur à beaucoup d'entre vous. Mais moi, je pense pas être une référence. Au début, quand j'ai appris à tricoter, pas quand j'ai appris à tricoter, j'ai commencé par le modèle le plus simple, j'ai pris le Find Your Fade de Andrea Mori. Et tout le monde faisait, c'était l'époque où tout le monde faisait ce châle. Oh, j'avais dit, j'aimerais bien essayer de le faire. Premier tricot, niveau de difficulté high level et anglais, pas de français. Bon, ok. En fait, je vous l'ai déjà dit, il faut se dire, il y a deux options. Soit je me donne un petit peu de mal et je me donne la peine. Et à ce moment-là, je vais aller télécharger la version en anglais et la version en français. Et je vais comparer les deux traductions, essayer de tricoter la version en anglais, puis vérifier de temps en temps sur la version français si c'est bon. S'il n'y a pas de traduction en français, comme c'est le cas pour la Nectar Blanquette, vous essayez, vous savez le lexique, on en a assez parlé, tout le monde en parle, vous prenez le lexique, entre guillemets, vous cherchez sur Google, je suis sûre que en tapant tricot anglais lexique, vous trouverez un tableau quelque part, je sais pas où, hein, j'ai pas cherché parce que j'en ai pas besoin, mais vous trouverez forcément quelqu'un qui a traduit les termes principaux, et puis vous allez imprimer le patron, et puis essayez de faire abstraction du blabla, parce que les tricots, mais que ce soit en français ou en anglais, il y a toujours du blabla, où on raconte la construction s'effectue de tel machin, tel truc et tout. Vous faites abstraction du blabla, vous imprimez, vous traduisez rang 1, C-O-C-S-T-S, ça veut dire cast on 6 stitches, ça veut dire monter 6 mailles. Ça, vous le saurez avec le lexique. C-O, ça veut dire cast on, ça veut dire monter. Et au fur et à mesure. Après, si vous voulez pas vous donner la peine, en disant, bon, il y a quelqu'un qui va me le traduire, vous allez attendre longtemps. Et moi, perso, je vous traduirai pas des patrons, je suis pas là pour ça. Donc, est-ce que je sais traduire directement en anglais? Oui, je pense en anglais. Je suis pas bilingue. J'ai un niveau scolaire d'anglais, modeste, normal. Je sais parler... Je sais indiquer là, par exemple, s'il y a un anglais qui me demande sa direction et qui est perdu, j'essaye de lui dire dans un anglais approximatif, oui, tu prends à droite, à gauche, là, il clique, à droite, voilà, ça je sais faire. Maintenant, je sais pas tenir une vraie conversation en anglais, ou ce serait un peu du yaourt, bien que je pense que les anglais comprendraient mon yaourt. Du coup, dans les patrons, je pense directement en anglais. C'est-à-dire que quand j'ai un patron en anglais, comme là, le Steven West, j'ai pas l'idée, le réflexe de le traduire en français. Je sais que K13, ça veut dire 13 mailles à l'endroit. P2, K2, c'est 2 mailles envers, 2 mailles endroit. J'ai pas besoin de réfléchir. Donc ça, c'est venu avec le temps, avec l'expérience. Au début, je traduisais tout en anglais. Le Find Your Fade que j'ai tricoté, le tout premier châle, j'ai pris le patron
en anglais d'un côté, j'ai pris un cahier, et puis j'ai marqué rang 1. Alors à chaque fois qu'elle écrivait, je sais pas moi, je me rappelle plus du tout du patron, mais eh ben, j'écrivais tout à côté, monter 3 mailles, faire ci, faire ça, j'écrivais tout en français. Et j'ai commencé à tricoter ce châle en suivant ma traduction en français. Et puis après, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est un travail de titan. Le châle, il est immense. J'arrivais qu'à la première section, j'avais déjà écrit 10 pages, mais je vais devenir dingue. Donc prends le truc en anglais directement, et regarde si tu peux pas mettre des annotations autour. Genre S2KP, slip 2, K par-dessus, voilà. Ça, je savais pas trop. Donc je me faisais une flèche, hop, et en haut, je mettais S2KP égale. J'écrivais ce que ça faisait. Donc de temps en temps, hop, je regardais, et ça m'arrive encore aussi aujourd'hui de l'écrire. P-S-S-O, je crois. Pearl, sleep, over. Il y a un truc comme ça. Ça m'arrive encore des fois de me dire, merde, c'est quoi ça, je me rappelle plus. Hop, en haut de mon patron, je fais une petite flèche, j'écris ça au crayon, puis ça, voilà. Donc oui, je pense directement en anglais, et je pense que quand on veut, on peut. Donc je pense que si tu veux vraiment, si tu veux tricoter la Nectar Blanquette, bah, il faut que tu te jettes à l'eau. Alors essaye avec un patron que tu as déjà, regarde la version en anglais, fais-toi un lexique, perso, sur une feuille, tu t'écris ça comme il faut, tu te mets K égale, knit égale, maille endroit, etc. Tu te fais ton lexique, et je suis persuadée que tu peux y arriver. Alors, une astuce pour démarrer, peux-tu me conseiller d'avoir la façon d'avoir démarré cette couverture? Ben, me conseiller, oui, c'est du Magic Loop. Les hexagones, bon, je vais la chercher. Pour la tricoter, j'utilise des aiguilles comme ça, circulaires, non interchangeables. Numéro 3, c'est des drops. Tout simplement. Alors oui, hein, je suis pas sponsorisée, tout ça, tout ça. Donc, les hexagones. Voilà, donc, un hexagone se commence par le centre. Il faut monter un certain nombre de mailles et joindre en rond. Donc, on monte les mailles. Je peux pas vous montrer parce que c'est un patron payant, donc je peux pas non plus trop vous en dire. On monte les mailles et on joint en rond. Ensuite, on a, au fur et à mesure, des augmentations qui sont faites avec des jetés. En même temps, si je prenais un carré plus clair, peut-être que vous y verriez un peu mieux. Ok, ouais, c'est mieux. Donc, ok, eh ben, on va y arriver. Hein. Donc, on commence par monter 6 mailles et après, on fait des augmentations. En fait, ce sont des étoiles à 6 branches. Donc, le nombre de mailles est toujours divisé par 6. Moi, je tricote en Magic Loop parce qu'on n'a pas le choix. Au début, on commence avec 6 mailles. On ne peut pas tricoter 6 mailles en circulaire. On augmente assez vite. Ça veut dire que assez vite, on se retrouve avec donc 6 sections de 2 mailles, puis après, ça doit faire 4, 8, 12, je ne me rappelle plus. Hein. Je ne l'ai pas sous les yeux, le patron. Donc, au fur et à mesure, voilà. Et à partir du début, donc elle dit monter 6 mailles. Le rang suivant, il est déjà indiqué, le rang 2, il n'est pas sur un diagramme. Le rang 3, on passe déjà au diagramme. Donc, du rang 3 au rang 23, il y a 20 rangs, on est sur un diagramme. Tout ça, c'est tout sur un diagramme. C'est hyper facile, même moi j'y arrive. Donc, si j'y arrive, vous y arrivez. Parce qu'en fait, le diagramme... Alors, par contre, il faut suivre, évidemment. Vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué, des fois, il y a un jeté qui se perd. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et même moi, je fais l'erreur des fois. Parce qu'en fait, le Magic Loop, vous êtes sur 2 aiguilles, comme ça. À un moment donné, vous tirez une aiguille pour tricoter sur l'autre. Et après, on inverse. C'est automatique. Moi, je ne peux pas vous expliquer comme ça le Magic Loop. Sauf que, parfois, la petite section de mailles qui se répète, la petite répétition de rang de mailles, elle finit par un jeté. Donc, quand on fait le jeté à la fin de l'aiguille 1, il faut faire attention, en passant de l'autre côté, à ne pas l'oublier quand on fait le rang suivant, à bien tricoter le jeté. Les 3 premiers hexagones, vous vous tromperez, comme moi. Et puis après, bah, vous y arriverez. Et après, vous aurez des étoiles parfaites, des fleurs parfaites, parce que c'est des fleurs. Oh, c'est magnifique. Et de la ressortir, ça me donne envie de la faire. C'est bien, parce que comme j'ai bientôt fini le Smoke It, je vais peut-être reprendre mes couvertures. Je les ai un peu laissées tomber ces derniers temps. Et c'est bien dommage, parce que quand je vois la beauté du motif et des couleurs,
Donc merci Céline, parce que je pense que je vais reprendre ma nectar. Au niveau des autres questions... Ah oui, il y avait celle-là. Est-ce que j'ai d'autres questions tricot? Ok. Alors, l'atelier du fil Églantine. En voyant tous tes restes de laine pour les couvertures, je me suis demandé s'il n'y avait pas un risque que certaines couleurs dégorgent et que ça vienne gâcher tout le travail. Juste après, tu dis que tu vas mettre une lingette anti-dégorgement quand tu laveras le projet avec la laine qui a teinté tes mains en la tricotant. Alors je me demandais, est-ce que ce genre de lingette peut vraiment être efficace pour un grand projet comme une couverture? Je ne sais pas, je n'en ai pas utilisé et du coup je pense pas en utiliser parce que c'est pas très bon pour la planète. Parce que je suis de travers, je suis désolée, je reviens. Donc, est-ce que tu as utilisé ces genres de lingettes? Est-ce que c'est efficace pour ce genre de projet? Je ne sais pas, je n'ai pas acheté de lingettes de Décolor Stop parce que les lingettes, c'est pas bon pour la planète, c'est que des déchets supplémentaires et je pense qu'on est déjà assez envahi comme ça par les déchets. Donc j'ai choisi l'option vinaigre blanc. Pour l'instant, je ne l'ai pas lavé, donc je peux... si, celle-là, je l'ai lavée, la Nectar Blanquette. Donc les lingettes, pour l'instant, j'ai pas testé. Est-ce que le fait que ça colore les mains est le signe qui indique qu'on peut avoir des problèmes au lavage? Ou est-ce que parfois on peut avoir des surprises sans avertissement préalable? Peut-être que ce potentiel problème de lavage est à penser dans le choix des laines. Alors, donc je vais reprendre dans l'ordre. Un risque que certaines couleurs dégorgent. Donc moi, mon astuce, enfin c'est pas une astuce, hein, c'est en fait, je l'ai constaté mais j'ai pas fait exprès, c'est que j'utilise peu de couleurs claires. J'ai pas beaucoup de couleurs claires, j'en ai une ici. Le clair ne me va pas, du coup j'en utilise très peu. Ça peut dégorger, oui effectivement, il y a des couleurs qui peuvent dégorger, c'est déjà arrivé. Il y a des laines industrielles qui dégorgent. Petite aparté, c'est Lysandre quand elle a tricoté ses chaussettes homard, je crois, en Arwetta, me semble-t-il. Je suis pas sûre, attention, là encore, ça date d'un petit moment. Je crois que son rouge avait dégorgé sur son blanc. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément de la laine, ça peut être de la laine industrielle. D'ailleurs, je crois que j'ai une laine industrielle qui a déteint les doigts. C'était quoi ça? Moi, je ne me rappelle pas. J'ai pas le truc là en tête. Est-ce que les lingettes peuvent être efficaces? Je l'ai déjà dit. Est-ce que le fait que ça colore les mains est le signe qui indique qu'on peut avoir des problèmes au lavage? Oui, effectivement. Si tu as les doigts jaunes quand tu tricotes du jaune, comme ça m'est arrivé avec la laine là-bas du test pour Palaluna, je vais faire attention au lavage. Alors, je vais pas pouvoir faire de miracle, hein. Je vais tremper, hein, de toute façon. Par contre, je vais peut-être, avant de tremper dans mon bain de blocage, entre guillemets, je vais peut-être mettre un peu de vinaigre blanc dedans. Alors, la quantité, moi, j'y vais au pif. Ça sent le vinaigre, mais après, je rince à nouveau avec un produit pour laine. Je pense qu'un teinturier est quand même assez consciencieux. Et s'il a une laine qui dégorge, il va peut-être pas la refourguer dans ses stocks, dans ses ventes, et qu'il va la garder pour lui en disant « Bon, bah, j'ai merdé sur cette couleur, du coup, je me la garde. » Enfin, j'espère qu'ils sont assez consciencieux pour ça. Est-ce que ce potentiel de problème de lavage est à penser dans le choix des laines? Alors moi, je me pose pas toutes ces questions. Oui, je sais, tu m'as dit que tu te posais beaucoup de questions. Effectivement, moi, non. Hein, j'ai envie d'une laine, je l'achète, et puis, bah, si ça dégorge, ça dégorge. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Hein. Voilà. Ok, donc là, on va passer aux questions apiculture. Je reviens. Alors, me revoilà pour la suite. Donc là, on va parler apiculture, questions d'apiculture. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions. C'est un choix délibéré. Il y a des questions qui auront les réponses, dont les réponses arriveront un petit peu plus tard. Déjà parce que c'est très long, il y a des choses qui sont très longues à expliquer, et puis ensuite c'est que moi j'aime bien illustrer mes propos avec des vidéos. Là j'ai pas été aux abeilles depuis la dernière fois que je vous en ai montré, donc du coup voilà, je vais aller au plus simple. Il y a déjà beaucoup de, je sais pas, j'ai déjà tourné, il va être très long ce vlog, je le sens. Annick me demande combien de temps vit une abeille et de quoi meurt-elle quand c'est une mort naturelle? Quand c'est une mort naturelle, elle meurt naturellement, de vieillesse. Combien de temps elle vit? Là, on va parler des abeilles de printemps et d'été, pas celles qui sont en hiver. Une abeille vit 3 semaines. Une ouvrière vit 3 semaines. De quoi meurt-elle? Soit elle meurt de vieillesse, d'épuisement, soit elle meurt parce qu'elle se fait bouffer par un oiseau en plein vol, soit elle meurt parce qu'elle se fait percuter par une voiture, soit... Il y a des morts plein. Par un frelon, etc.
Stéphanie me demande, c'est quoi les petits ronds au-dessus de la porte d'entrée de la ruche? Est-ce que c'est de l'aération? Oui. Justement, donc cette question-là reviendra parce que la semaine prochaine, je vous prépare un petit... je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur la structure de la ruche. Je vais tout vous montrer, toute la ruche, de quoi elle se compose, comment elle... je vais tout vous montrer. Maryse me demande, j'ai une question concernant les ruches qui sont souvent peintes de couleurs différentes. Est-ce une utilité de repérage pour nos abeilles ou bien juste une expression artistique des apiculteurs? Eh bien, tu as deviné, il s'agit d'une expression artistique de l'apicultrice. Parce que, en fait, les abeilles, elles n'ont pas besoin de couleurs pour se repérer. Elles savent que c'est leur ruche. Et moi, j'ai décidé de les peindre parce que le blanc, ça évite aux rayons du soleil de rentrer dans la ruche, ça les rejette, enfin ça les réflecte. On dit que les couleurs sombres emmagasinent la chaleur, les couleurs plus claires la rejettent. Donc en été, quand il fait 45 degrés, le blanc, bah, ça va limiter la chaleur. Alors, ça fait pas des miracles, hein, on est bien d'accord. Mais voilà. Et donc après, bah, j'ai décidé de les décorer parce que je trouve ça juste très joli. Ensuite, New Yaya 1. J'aime bien ce pseudo, Yaya. Bonjour Sophie, merci pour ce joli partage, avec grand plaisir. Est-ce que les abeilles te reconnaissent? Non, pas du tout. Les abeilles, ce sont quand même, replaçons les choses dans leur contexte, ce sont des insectes. Donc non, je ne pense pas qu'ils me reconnaissent. Ils savent qu'on va intervenir, elles savent qu'on va intervenir à la ruche, parce que je pense qu'elles nous voient arriver, elles voient les formes, elles voient les deux hommes en blanc, quoi. Enfin, et elles sentent la fumée, puisqu'on utilise l'enfumoir. Je pense pas qu'elles me reconnaissent. Mamou Perle, si on ne prend pas le miel dans la ruche, les abeilles adaptent-elles leur production à leurs besoins? Alors, petite rectification, on ne prend pas le miel dans la ruche. On ne touche pas au corps de ruche. Le corps de ruche est réservé aux abeilles, parce que en hiver ou à l'automne, on traite. Si on mange du miel traité, on va passer toute une journée sur le trône. Je pense. Enfin, après, j'ai jamais essayé, hein, mais bon. Donc, les abeilles adaptent-elles leur production à leurs besoins? Non, pas du tout. En fait, les abeilles, elles vont engranger un maximum. Sans savoir. Ça veut dire que en été, s'il y a beaucoup de floraison, donc par exemple, imaginons, il y a beaucoup d'acacias. Beaucoup, mais énormément. Elles vont remplir le corps de ruche et elles vont commencer à stocker dans les greniers. Les hausses qu'on va rajouter. Ben, plus elles vont stocker, plus on va rajouter. Donc non, elles n'adaptent pas. Par contre, en hiver, elles savent qu'elles ont de la réserve et elles vont la consommer. Après, d'ici l'année suivante, ben, peut-être qu'elles vont moins stocker puisqu'elles en ont déjà, donc elles vont compléter ce qu'elles ont consommé. Je sais pas trop, mais je pense qu'elles n'adaptent pas à leurs besoins. Elles engrangent au cas où. En fait, elles sont plus prévoyantes, donc elles engrangent beaucoup au cas où. Elles font un peu, vous savez, comme les gens quand il y a eu le Covid. On ne sait pas pourquoi, on a parlé d'une épidémie, et d'un coup, les gens, ils ont engrangé du PQ. Ben, les abeilles, elles font pareil, mais avec le nectar. Anne Jomain, 2795, est-ce qu'elles ont leur propre territoire pour butiner? Je pose cette question vu le contexte humain et les guéguerres de territoire. Alors, Anne, les guéguerres de territoire sont des affaires d'humains et pas d'abeilles. Est-ce que les abeilles ont leur propre territoire pour butiner? Non, non, non. Une abeille, elle butine dans son secteur, mais elles peuvent être plusieurs. Elles peuvent être même plusieurs sur la même fleur. Donc non, non, il n'y a aucune guéguerre, comme tu dis, de territoire. Elles sont très... elles cohabitent, sans aucun souci. Y a-t-il un nombre de ruches limité dans un espace défini? Me demande Nathalie Poirier 6484. Y a-t-il un nombre de ruches limité dans un espace défini? Non, pas du tout. Tu peux mettre 10 ruches sur un... Mais bon, après, question pratique, quand tu veux aller intervenir auprès de tes ruches, c'est bien quand tu as de l'espace. Nous, il y a un endroit où on a 3 ruches qui sont très serrées. Cette année, on va les écarter un peu, déjà pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui se mette entre les ruches, parce que les abeilles ne craignent pas le froid, elles craignent l'humidité. Donc là, on est bien servi en ce moment. Donc on va écarter ces ruches-là pour leur donner un peu plus d'espace pour que ça s'aère bien sur toutes les parois de la ruche. Mais il n'y a pas un espace limité. Simplement, si tu mets beaucoup de ruches dans un petit espace, il faut pouvoir circuler autour. Quand tu manipules, poser des tôles, des couverts, des machins, donc faut de la place, quoi. Mais bon, légalement, non, il n'y a pas un espace limité.
Anne-Marie, pour ses 4000 abonnés, Julie est montée sur la grande roue. Quel est ton défi des 4000? Mon défi des 4000, Anne-Marie, je te remercie de t'en soucier, c'est de continuer à pouvoir vous tourner des vidéos sur ce qui m'intéresse, et en tricot, et en abeille, et en nature, et surtout ce que j'ai envie de vous dire. De pouvoir continuer à faire, à vous tourner des vidéos, et c'est ça mon défi, continuer, peut-être pour arriver aux 5000. Si la question est, y aura-t-il un concours? Non, il n'y aura pas de concours cette fois-ci. Bon, je sais que vous m'en voudrez pas. Vous n'êtes pas là pour vouloir toujours quelque chose, vous êtes là pour moi, n'est-ce pas? Concernant les abeilles, il ne me semble pas avoir vu de barrière anti-frelons. Est-ce à dire qu'il y a une saison des frelons? Oui, Anne-Marie, effectivement, il y a une saison des frelons. Les frelons, c'est l'été. En fait, là maintenant, on est au mois de mars. Ce sont les fondatrices qui vont chercher à faire leur nid. Donc, d'où l'intérêt de piéger. D'ailleurs, on va piéger ce week-end. On va commencer à installer nos pièges à frelons. Je vous en reparlerai dans la vidéo suivante, ou la suivante, ou la suivante. Il y a une saison des frelons. C'est l'été, l'automne. Puis plus c'est doux, plus ça dure longtemps. Là, on a eu un automne assez doux. Donc, les frelons, on en a eu jusqu'à... Donc, oui, on met des portes anti-frelons, mais quand il faut en mettre. Là, pour l'instant, c'est pas la peine. Valérie, j'habite en montagne et je retrouve des abeilles mortes dans mon salon. Je me pose des questions. Elles passent par les aérations des fenêtres. 1000 mètres d'altitude. Pardon. Alors Valérie, moi aussi je me pose des questions. Pourquoi elles rentrent par les aérations des fenêtres? Est-ce qu'elles ont froid? Je ne sais pas. Je sais pas. Je peux pas te dire. Est-ce qu'elles ont froid? Pourquoi elles viennent mourir chez toi? Je ne sais pas. Je peux pas te répondre. Est-ce que les abeilles d'une ruche peuvent attaquer les abeilles d'une autre ruche? Exemple, quand tu montres tes ruches qui sont côte à côte. Alors, Narusegawa, est-ce que les abeilles d'une ruche peuvent attaquer les abeilles d'une autre ruche? Déjà, les abeilles ne s'attaquent pas. N'attaquent pas globalement. Elles se défendent. Il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Une abeille, c'est pas un insecte néfaste. C'est pas quelque chose que quand vous allez le regarder, il faut l'associer à une piqûre. Au contraire, il faut l'associer à une sentinelle de l'environnement. C'est un peu très... On dirait que j'ai lu ça, mais en fait, je l'ai lu et c'est la vérité. L'abeille, si elle se met à piquer, c'est qu'elle est menacée. Et elle se défend et elle défend sa colonie. Pourquoi une abeille viendrait attaquer? Parce qu'elle est dérangée. Vous allez vous promener dans un chemin de bois, tranquillement, en famille, le petit labrador, les enfants, gna gna gna, tout va bien. Vous allez passer, vous voyez plus loin des ruches. Après, c'est une question de bon sens. On sent qu'il fait chaud, c'est un peu orageux. On va dire, oh là, attendez les enfants, on va pas s'approcher trop, il y a des abeilles. Les abeilles, ça pique. Ok, on fait demi-tour et on va trouver un autre chemin. Quand il fait orageux, quand il y a une espèce de tension dans l'atmosphère, on le sent. On est un peu énervé, il fait chaud, il fait moite. Là, les abeilles, elles vont attaquer, mais faut vraiment marcher tout près du rucher, faire du bruit, faire des mouvements brusques. Voilà. Je pense que si on fait preuve de bon sens, les abeilles n'attaquent pas. Alors, la question, je reviens à ma question, est-ce qu'elles peuvent attaquer les abeilles d'une autre ruche? Non, pas du tout. Je vois pas pourquoi elles feraient ça. Je vais allumer parce que là, on se retrouve dans le noir. C'est déjà mieux, bien que, bon, on n'est pas dans le top du top de la luminosité, mais ouais, ça renforce les cernes. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le droit d'être fatiguée. Donc, les abeilles, donc non, elles attaqueront pas les abeilles d'une autre ruche. Elles cohabitent. Imaginez-vous, est-ce que vous attaquez vos voisins? Bon, à part si vraiment ils vous cherchent, non, vous n'allez pas les attaquer. Bah, c'est pareil. Existe-t-il du miel de rooibos? La question qui tue. Merci Steph, Nature et Pompon pour cette question. Le rooibos c'est un buisson qui ne fleurit pas, donc non, il n'y a pas de miel. Enfin, je pense pas, après, je suis pas une spécialiste du rooibos. Je le bois et c'est très bien comme ça. Dans la vidéo, on voit qu'une des abeilles fait tomber du pollen sur le palier de la ruche. Est-ce qu'il y en a qui font le ménage et qui ramassent ce que d'autres font tomber? Oui. Les ouvrières, c'est leur premier travail quand elles émergent. La naissance d'une abeille, c'est l'émergence. Et le premier travail qu'elles font, c'est le nettoyage. On les met déjà au boulot, les pauvres. Donc oui, elles ramassent, mais elles ramassent non pour recycler. Elles virent de la ruche. En fait, la ruche, elle est souvent en hauteur. Donc
quand elles nettoient, elles poussent vers la sortie et pouf, ça tombe. Donc, les petits cadavres d'abeilles, les petites pattes qui traînent, les ailes, les petites boulettes de pollen qui sont perdues, tout ça, elles virent tout ça. Alors, elles n'ont pas de balai, elles font ça avec leurs petites pattes. Elles vont prendre, imaginez la taille d'une patte. Elles vont aller attraper, pousser. Je les ai vues pousser une abeille morte par-dessus bord. Elles se mettent à 3 ou 4, et puis t'en as 2 qui tirent, il y en a 2 qui poussent, et puis au bout d'un moment, on la voit qui avance, et hop, dernièrement, hop, elles arrivent au bord du truc, et pouf, elles le font tomber. C'est triste, mais c'est beau à voir. Les ruches sont parfois les unes à côté des autres, mais une même abeille va-t-elle toujours dans la même ruche? On m'a déjà posé la question, et je le redirai, c'est comme quand vous rentrez chez vous, est-ce que vous allez chez votre voisin? Non, pas du tout, vous savez que vous êtes chez vous. Bah, c'est pareil, en fait, les abeilles, elles savent qu'elles sont chez elles. Moi, j'ai jamais eu l'idée d'aller chez mon voisin, je sais où est ma maison. C'est, je sais plus comment, c'est un nom, ça, le fait de se localiser géographiquement dans l'espace. On sait qu'on a conscience qu'on est à tel endroit. Les abeilles savent qu'elles sont chez elles, donc elles vont pas chez le voisin. C'est comme nous, en tant qu'humains, on sait qu'on est chez nous et on va pas chez nos voisins. Tes ruches sont peintes. Est-ce qu'une fois peinte, tu dois attendre que l'odeur de peinture s'estompe ou les abeilles s'en moquent? Ben, on attend que ça sèche, c'est un peu comme nous. Je vais peindre mon salon, je vais pas y aller tout de suite pour... En vrai, c'est des peintures spécifiques pour les abeilles. C'est des peintures qui contiennent pas de solvant, puisque les abeilles, ce sont des insectes fragiles. Donc on va pas mettre un truc avec de l'essence de térébenthine, machin, allez tiens, une petite frise et tout. Non, on met une peinture spécifique qu'on achète dans les magasins d'apiculture. C'est une peinture à l'eau, sans solvant. Peut-être qu'ils mettent un peu de térébenthine et un peu d'huile de lin dedans. L'huile de lin, elle a comme propriété de nourrir le bois. Mais oui, évidemment, quand on attend que ça sèche, mais ça sent rien, elle sent pas la peinture. Voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai eu? Ça, c'est très très intéressant. Au niveau des peintures, on a le choix entre les peintures lavables à l'eau ou tremper les ruches dans l'huile de lin. Donc nous, on va faire les deux cette année, on va en mettre dans l'huile de lin parce que ça donne un côté naturel au bois. On voit toutes les veinures du bois, c'est magnifique. J'adore. Mais je vais quand même repeindre quelques ruches parce qu'il y a des ruches à restaurer qui ont un petit peu vieilli par rapport à l'année dernière ou à l'année d'avant. Donc on va certainement déménager quelques abeilles dans... des ruches neuves, et du coup, je vais pouvoir restaurer les anciennes ruches. Alors, Éléonore. Éléonore me parle des produits chimiques, me branche sur les produits chimiques. Mais qu'est-ce que tu n'aurais pas dû poser cette question? En effet, les abeilles meurent de tous ces produits phytosanitaires chimiques, les autres insectes aussi, les oiseaux et même les humains. Je pense que manger des légumes et des fruits traités à outrance nous rend malades à petit feu, et les agriculteurs non bio veulent que les normes soient allégées. Ce qui veut dire encore plus de pollution. D'ailleurs, le plan éco-phyto est passé à la trappe pour leur plaire. C'est eux qui marchent vraiment sur la tête par rapport à ça. Et pendant ce temps, nos petites abeilles meurent. Elles sont des sentinelles qui nous avertissent de ce qui nous attend. Je suis complètement d'accord avec toi, Éléonore. Et ce sujet me révolte tellement que des fois, j'ai même du mal à en parler. Les agriculteurs qui nous nourrissent ne peuvent pas travailler sans produits phytosanitaires. Il faut que ça pousse plus vite, il faut que ça pousse propre, il faut que ça... on enlève tous les champignons, on détruit tous les pesticides, tous les insectes, on détruit tout. On est en train de détruire notre planète. Ça me révolte, ça m'angoisse, c'est quelque chose qui me met hors de moi. On parle des produits phytosanitaires. On a vu que les agriculteurs ont manifesté parce qu'au début, ils étaient juste pas contents parce qu'on consommait du non local. Il faut savoir aussi que les produits qui viennent de France sont beaucoup plus chers. Donc si tout le monde a les moyens d'acheter des produits bio et français, tant mieux, c'est bien, ça va les aider. Moi, personnellement, je ne peux pas, j'ai pas les moyens. Donc je consomme ce que je peux, déjà, premièrement. Deuxièmement, les produits phytosanitaires. Les agriculteurs, quand ils prennent leur cours... d'agriculture, au lycée agricole, nous on en a un pas très loin de chez nous, on leur apprend à manipuler les produits phytosanitaires. Ça fait partie des cours. Ah, je veux être exploitant agricole, ok d'accord, alors déjà tu as des cours de chimie, parce qu'on va t'apprendre comment faire pour détruire la biodiversité. C'est hyper contradictoire par rapport à leur métier, puisque au contraire, ils travaillent dans la nature, ils devraient la respecter, mais c'est pas du tout le cas. Ils ont manifesté... ils ont eu gain de cause parce que forcément, la trouille, comment on va faire? On va jamais pouvoir s'alimenter si les agriculteurs ne nous nourrissent plus. Donc, on va leur donner ce qu'ils veulent, comme ça, ils vont se taire.
Donc on a dit, bah, le plan phyto, éco, machin, là, c'est pas grave, ça attendra. Parce que l'idée, c'était, au fil du temps, de réduire les produits chimiques et d'essayer de refaire un cercle un petit peu vertueux où l'engrais naturel bah, nourrit la terre, et puis on évite de mettre des produits, c'est pas la peine, puisque si on a du compost, tout le monde fait du compost maintenant, c'est très bien, on peut faire un cercle. Sauf qu'on s'est dit, oui mais attends, ça va pas être assez rapide, c'est pas productif, parce qu'il faut produire beaucoup pour nourrir tous ces gens, et voilà, c'est pas possible. Donc, c'est pas grave. Allez, remettez un peu de glyphosate, on vous dira rien. Bah si, on va vous dire. Parce que moi, j'ai vu quand même des reportages à la télé où les apiculteurs, ils étaient avec les agriculteurs en disant « Ah oui, faut acheter du miel français. » Y a pas un truc là qui te choque? Tu te mets avec les agriculteurs qui sont en train de manifester pour réutiliser des produits phytosanitaires, du glyphosate pour que les champs deviennent tout orange. Il n'y a même plus un brin d'herbe qui arrive à pousser. Des pesticides, des fongicides, tout un tas de machins en hide que même moi, je sais même pas comment ça s'appelle. Tu vas manifester à côté de ces mecs-là alors qu'ils sont en train de tuer tes propres abeilles. Alors, réfléchis un peu. Là, franchement, moi, je ne comprends pas tout. Donc, oui, je suis aussi choquée que toi. Je comprends pas qu'on puisse utiliser tous ces produits. Ces produits, ils s'infiltrent dans la terre. Donc, ok, ils polluent la surface, puisqu'ils vont aller désherber. On les voit, les champs, là, ça y est, ils réutilisent du glyphosate partout, c'est orange. Les champs sont orange. Ça va polluer l'intérieur de la terre, les sous-sols, l'eau, on en parle de l'eau. La qualité de l'eau, les usines qui rejettent dans les rivières. Alors on va dire, oui, elle est... ouais, bon, ça va, elle nous fait sa petite leçon d'écolo. Mais non, en fait, c'est pas une petite leçon d'écolo. C'est qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants. Vous vous rendez compte de ce qu'on laisse à nos enfants? Une véritable poubelle. Il n'y a même pas un endroit sur la planète qui est préservé. Peut-être qu'il y en a quelques-uns. C'est rare, c'est de plus en plus rare. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. On est en train de couper les arbres des forêts primaires, au profit de pins et d'eucalyptus en ligne. Oui, j'ai regardé l'émission sur France 5 de Hugo Clément, qui est très intéressant, et j'en ai vu une deuxième, c'était sur le grand royaume d'Ikea. Alors oui, on aime bien acheter chez Ikea, parce qu'on croit que tout est suédois et que ça nous donne bonne conscience, parce qu'on utilise du bois. Si vous saviez la vérité, bah demain vous iriez plus chez Ikea, je suis désolée. Moi, je suis dans une période où je me sens complètement décalée par rapport au monde qui m'entoure, horrifiée et dégoûtée par le monde qui m'entoure. Ce monde de surconsommation. Et plus on consomme, plus on encourage à produire. Et plus on encourage à produire, plus on utilise les réserves que la nature nous donne. Les bois, le bois. On va couper des arbres centenaires pour des chaudières à brûler. C'est une aberration. Alors oui, moi aussi, je brûle au bois. Mais nous, on fait du tri. On a des parcelles de bois. On a quelques parcelles de bois. Pas non plus des riches propriétaires, hein, faut pas se leurrer. Et on va pas couper, faire des coupes rases et tout couper dans ce bois. On va sélectionner les arbres qui sont malades, qui sont morts, qui sont abîmés. Et on va laisser les plus beaux spécimens sur place. Histoire de dire que la photosynthèse, c'est avec des feuilles que ça marche, c'est pas avec des aiguilles. Donc, on va essayer de préserver ce qu'on a. Mais les gens, c'est le profit, c'est l'argent. Au nom de l'argent, ils sont en train de nous détruire la planète. Moi, ça me fait peur. Alors, je sais, j'ai passé mon petit coup de gueule, ça vous a saoulé. Je suis vraiment désolée pour ceux que j'ai pu saouler, vraiment. Mais je pense qu'il faut tous qu'on ait une petite conscience écolo. Alors écolo, ça veut pas dire bobo qui va mettre sa petite poubelle jaune dans la poubelle jaune. Non, c'est vraiment, c'est en profondeur. Le jour où on arrêtera d'acheter des bouteilles d'eau, peut-être que les industriels diront, les gens ils achètent plus, donc on va arrêter de produire. Parce que les bouteilles d'eau, elles finissent dans la poubelle jaune, je suis d'accord, mais on croit qu'elles finissent comme dans le reportage là chez Cristalline où elles sont toutes compactées et recyclées. Mais pas du tout. En fait, elles terminent sur les plages de Thaïlande ou de je sais pas où parce que parce qu'il y en a trop. Donc ils arrivent même plus à recycler ce qui est à recycler. Ils jettent, ils brûlent.
Les médicaments que vous rapportez à votre pharmacie. Oh, allez, je me donne bonne conscience, je vais pas jeter mes médicaments dans la poubelle. Ils n'ont pas le droit de les recycler. Ça finit au machin là-haut, à l'incinérateur. Donc vous pouvez les laisser dans vos poubelles noires, c'est exactement pareil. Je peux vous en faire une liste longue comme le bras. Donc c'est pas ce que je vais faire maintenant, parce que je suis déjà très énervée. Je suis horrifiée de voir ça. Je pense qu'on peut réussir à ralentir, bien que le processus soit déjà enclenché, on le voit avec le réchauffement climatique, hein, la planète perd la tête. La planète perd la boule. On va bientôt investir la Lune pour aller y poser des sondes et des machins. Voilà. Moi, je trouve que ça fait peur. Ouais, je trouve que ça fait peur. Je pense que si on avait respecté le rythme de la nature, si on était moins pressé, moins avide d'en avoir plus tout le temps, faut que j'en ai plus, c'est moi qui en ai le plus tout le temps, cette espèce de... Si on redescendait un petit peu en modestie, en humilité, je pense que déjà, ça pourrait mieux se passer. C'est pas le cas, donc la nature humaine a tendance à me décevoir. Voilà. Bon, c'est dit, maintenant, au Laker, je vais aller me faire un petit café, qui a été certainement planté dans des conditions horribles, déforestation pour mettre des caféiers, mais bon, voilà, je vais boire du café. Oh, je sais même pas si je vais en boire, du coup. C'est horrible. Je vais vous laisser. J'espère que je vous ai pas trop pris la tête avec ça. Je suis vraiment désolée si c'est le cas. Je vous retrouve la semaine prochaine avec certainement un objet terminé en tricot, puisque je suis sur la fin de mon... Je vous le montre. Oh, je vous le montre. Je suis sur la fin de mon Smoke It. Je suis en train de tricoter la bordure. Et, comment vous dire? Vous savez, quand j'utilise le mot dinguerie, tuerie, tout ça, là. J'ai fait les petits smokes. Les premiers, il y en a encore un peu, là. Il va être trop beau, je l'adore déjà. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de montage à faire. Je vous fais à tous des gros bisous. Bisous maman. Un gros bisou spécial à Marie-Paul en Égypte. Je te fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!